Le Japon ne se résume pas à Tokyo, et quiconque pense le contraire se trompe d'emblée. Dans les villages, c'est un autre monde. Des règles tacites, des regards qui en disent plus que des mots, et un silence qui définit qui a sa place et qui est de trop. Ici, point d'anime ni de néon. On y trouve des japonaises qui bousculent les stéréotypes, des étrangers qui suscitent à la fois curiosité et tension, une cuisine qui inculque la discipline, des rituels ancestraux et des croyances qui donnent sens à la vie. C'est ce Japon-là qu'on ne met pas en avant et qui ne cherche pas à être compris. Entrar al Japón que no quiere ser visto, llegar a un pueblo rural japonés no es difícil por falta de infraestructura. Es difícil porque el sistema parece diseñado para que no tengas motivos para hacerlo. Los trenes siguen existiendo, sí, pero cada vez son menos frecuentes, más lentos y más vacíos. Muchas líneas rurales sobreviven gracias a subsidios, no a pasajeros. El último tren puede pasar a las 6 de la tarde. Si lo pierdes, no hay plan B, no hay taxis esperando, no hay Uber. El mensaje es claro desde el inicio. Aquí no se improvisa. Las carreteras secundarias serpentean entre montañas, arrozales y bosques densos. No hay carteles turísticos ni anuncios llamativos. A veces solo ves un letrero oxidado con el nombre del pueblo y un número de habitantes que parece una advertencia más que una información. En muchas zonas rurales de Japón, la población envejece rápido y disminuye cada año. Casas vacías, escuelas cerradas, tiendas que abren solo algunas horas al día. No es abandono total, pero tampoco es vida vibrante. Es resistencia silenciosa. El primer impacto visual suele ser hermoso. Casas de madera, tejados tradicionales, jardines cuidados, ríos limpios, montañas cubiertas de niebla, pero esa belleza dura poco si te quedas lo suficiente para sentir el ambiente, porque emocionalmente el lugar no abraza, observa, evalúa, mide. El silencio no es tranquilidad, es control. No hay hostilidad abierta, pero tampoco calidez automática. Nadie se acerca a preguntar de dónde vienes. Nadie sonríe por compromiso. Aquí la cortesía existe, pero es funcional, no emocional. La diferencia con Tokio, Osaka o Kioto es brutal. En las grandes ciudades, Japón se mueve rápido, se explica a sí mismo, se adapta al extranjero porque lo necesita. En los pueblos, no, aquí no hay necesidad de agradar. El ritmo es lento, pero no relajado. Todo tiene una razón, un horario, una forma correcta. Y si no la conoces, no te la van a enseñar de inmediato. Primero te observan. Femme des villages japonais. Force silencieuse et désir contenu, dans le Japon rural, les femmes ne correspondent pas aux stéréotypes véhiculés par la culture urbaine et les médias. Point de gestes exagérés, de sourires automatiques, de recherche constante d'approbation. Ici, la présence féminine puise sa source ailleurs, dans la résilience quotidienne, la discipline corporelle et une autonomie discrète qui n'a pas besoin d'être affirmée. La première différence avec les femmes citadines se perçoit dans le corps avant même d'être exprimée. Le travail physique façonne la posture et le rythme. Marcher d'un pas vif, porter des charges, travailler la terre, s'occuper des affaires familiales ou prendre soin des personnes âgées n'est pas l'exception, mais la norme. Le corps n'est pas paré pour être admiré. Il est entraîné à endurer. Cela se traduit par des mouvements précis, une économie de gestes et un naturel qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qui finit par s'imposer. Pas de maquillage excessif, ni de vêtements conçus pour attirer l'attention. L'esthétique est fonctionnelle, mais non négligée. C'est une beauté qui émerge spontanément. Ce mode de vie forge le caractère. Ils sont directs quand il le faut, mais s'étendent rarement sur plus que nécessaire. Ils ne comblent pas les silences. Ils n'édulcorent pas leurs propos pour ne pas mettre mal à l'aise. Cette apparente froideur déconcerte nombre de visiteurs, surtout ceux qui s'attendent à l'approche plus diplomatique et théâtrale des villes. À la campagne, les émotions sont contenues. Trop d'intérêt, d'enthousiasme ou de curiosité peuvent être perçus comme de l'immaturité ou un manque de maîtrise de soi. Le langage corporel est primordial. Le contact visuel est généralement long, soutenu, sans sourire. Il ne s'agit pas de regards flirteurs au sens occidental du terme, mais plutôt de regards scrutateurs. Ils observent vos mouvements, votre façon de parler, vos réactions au silence. Si vous détournez rapidement le regard, si vous êtes nerveux, si vous comblez le silence par des mots, vous êtes démasqué. Un silence gênant n'est pas un problème pour eux, c'est un outil. Dans ce contexte, un phénomène inattendu se manifeste chez de nombreux étrangers. L'attirance existe, mais elle ne s'exprime pas comme ils en ont l'habitude. Les Latino-Américains et les Européens ont tendance à se faire remarquer d'emblée, non pas tant à cause de traits physiques spécifiques, mais plutôt à cause du contraste énergétique.
Ils gesticulent davantage, occupent une place plus importante dans l'espace émotionnel et vous regardent droit dans les yeux. Cela éveille la curiosité, parfois l'intérêt, mais aussi la prudence. Ici, le désir n'est pas assouvi. Il est contenu. Lorsque l'attirance se manifeste, elle est discrète. Un regard échangé à la même heure. Une salutation dont le ton varie à peine. Une question anodine, superflue. Rien d'explicite. Rien qui puisse être interprété comme une invitation directe. Car dans les petites villes, la réputation prime sur l'émotion du moment. Chaque geste est observé, mémorisé et contextualisé au sein du groupe. Les règles non écrites concernant l'intimité sont strictes. Pas de flirt en public, pas de discussion à ce sujet, pas d'exhibitionnisme. Une femme peut éprouver de l'intérêt, voire du désir, mais elle ne risquera jamais sa position sociale pour une simple curiosité passagère. La communauté est restreinte et la mémoire est tenace. Une rumeur peut fermer des portes pendant des années. C'est pourquoi de nombreuses tensions demeurent en suspens, sans résolution apparente. Il existe des récits documentés et des témoignages récurrents d'étrangers ayant séjourné des semaines, voire des mois, dans des villages ruraux et ayant ressenti cette tension constante. Un agriculteur européen prenait son café chaque matin avec la même femme dans une épicerie du coin, échangeant quelques mots, des regards insistants et de lourds silences. Il ne se passait jamais rien, aucune discussion n'était jamais engagée. Lorsqu'il partait, elle reprenait ses habitudes. Le lien n'existait que dans cet espace tacite. Un autre cas fréquent est celui du visiteur latino-américain qui, habitué à des interactions plus directes, interprète mal le moindre signe et prend l'initiative. Il ne s'agit généralement pas d'une confrontation, mais d'une rupture brutale. Les regards s'éteignent, les échanges deviennent strictement formels et une distance s'installe immédiatement. Personne n'explique ce qui s'est passé, c'est simplement ressenti. La routine qui écrase ou forge, travail, climat et résilience mentale, les villages ruraux japonais semblent paisibles au premier abord. Rues propres, temples anciens, forêts entourant des maisons en bois impeccablement entretenues, mais cette sérénité n'est qu'une façade. Sous ce calme apparent, la vie est rythmée par des routines qui forgent le caractère, la résilience et la discipline mentale. Ici, le quotidien n'est pas une succession de journées tranquilles, c'est un entraînement constant pour le corps et l'esprit. Le travail commence tôt et se prolonge jusqu'au coucher du soleil. L'agriculture est le pilier de nombreux villages, rizières nécessitant une irrigation permanente, potagers cultivés avec soin, cultures saisonnières qui n'attendent personne. Chaque saison apporte son lot de contraintes. Le printemps exige de défricher les champs et de préparer la terre. L'été apporte une chaleur accablante. L'automne marque la récolte et l'hiver, avec sa neige et son froid, contraint presque toutes les activités à l'intérieur. L'improvisation n'a pas sa place. Tout se fait au moment précis, sous le regard tacite de la communauté et au rythme de la nature. La pêche, autre pilier de la subsistance, exige des levées de soleil exténuants et une grande endurance face au froid. Ceux qui travaillent sur les lacs ou les rivières doivent s'adapter à l'humidité, au vent glacial et à des horaires de travail dépassant souvent 12 heures. C'est un travail physiquement éprouvant qui laisse peu de place au repos. L'esprit est autant sollicité que les muscles. Certains villages possèdent également des ateliers ou des fabriques locales, menuiserie, textile, production de saké ou cuisine traditionnelle. Là, la discipline est tout aussi rigoureuse. Chaque étape suit des protocoles transmis de génération en génération où la précision est de rigueur et les erreurs sont notées. Aucune indulgence n'est tolérée. Le travail n'est pas une option. Il fait partie du contrat tacite qui lie l'individu à la communauté. Prendre soin des personnes âgées fait également partie du quotidien, surtout dans les villages où les familles vivent regroupées ou très proches les unes des autres. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à aider, nettoyer, nourrir et tenir compagnie. L'autonomie est exigée très tôt. Les enfants apprennent à obéir sans se plaindre, à anticiper les besoins et à respecter le silence. La discipline ne s'apprend pas par les mots. Cela se manifeste dans les actes des adultes et s'intériorise comme une obligation. Le climat amplifie ces exigences. Les hivers longs et rigoureux limitent non seulement la production agricole, mais imposent aussi un rythme émotionnel plus austère. L'isolement, les rues désertes et la neige omniprésente instaurent un silence pesant. Aucune distraction moderne ne vient perturber le quotidien. La routine quotidienne devient le seul fil conducteur du temps. Dans ces villages, la communauté est fermée mais fonctionnelle. La coopération est stricte. Chacun remplit un rôle précis et l'échec est inacceptable. La faiblesse est vite repérée. Un travailleur lent, un enfant en retard d'apprentissage, un jeune rebelle sont immédiatement identifiés. L'anonymat n'existe pas.
Les erreurs prolongées sont impardonnables. La pression sociale est silencieuse mais constante. La surveillance mutuelle, bien qu'implicite, régule les comportements et enseigne les règles de survie selon des normes claires et exigeantes. Ici, la solitude est essentielle. Être seul signifie se concentrer sur la tâche à accomplir, observer la nature et assumer ses responsabilités. Il n'y a pas de temps pour les loisirs oisifs. Même les divertissements suivent des traditions qui renforcent la discipline et les valeurs collectives. Les relations sont soigneusement construites. Chaque geste social est évalué et mémorisé, et la confiance se gagne par la constance et un sens des responsabilités avéré. Paradoxalement, cette routine impitoyable a un double effet. Elle brise ceux qui n'y sont pas préparés, mais forge ceux qui l'acceptent. Le corps s'endurcit, l'esprit s'aguerrit, et les liens sociaux deviennent profonds et solides. La faiblesse n'est pas tolérée, mais le hasard n'a pas sa place non plus. Chaque jour est une épreuve silencieuse, un test de force, de patience et d'adaptabilité. Étrangers dans les villages japonais, fascination et friction. Les villages ruraux japonais accueillent des visiteurs, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Il ne s'agit pas de hordes de touristes, ni de visites guidées. La plupart des étrangers qui arrivent sont simplement curieux. Des Européens en quête d'authenticité, des Latino-Américains fascinés par la culture japonaise, des Japonaises des grandes villes rendant visite à leurs familles, ou tout simplement des expatriés attirés par la tranquillité de la vie locale. Certains sont journalistes ou écrivains, d'autres photographes à la recherche du cliché parfait. Le plus curieux, c'est que l'arrivée de tout étranger déclenche un mécanisme d'évaluation silencieux. La communauté observe, analyse et décide, sans jamais le dire ouvertement, qui mérite son attention et qui n'est qu'un intrus de plus. Pour les hommes étrangers, l'impact initial est évident. Le regard des femmes du village, direct et scrutateur, est intense. Il ne s'agit pas de flirt ouvert, mais d'une analyse silencieuse du comportement, du respect et de l'adaptation. Chaque geste, de la façon de saluer à la façon de manger ou de répondre à une question, est observé. L'attirance n'est pas déclarée. Cela se mesure en temps, en patience et en discrétion. Les hommes qui ne comprennent pas ces signaux sont automatiquement exclus du cercle social, et même si leur présence est tolérée, ils ne parviennent pas à créer de véritables liens. Les femmes étrangères sont confrontées à une tension différente. La culture du silence et la discipline sociale peuvent être étouffantes, et les interactions avec les locaux sont souvent empreintes de subtilités inexplicables. Regards scrutateurs, gestes mesurés et langage corporel extrêmement contrôlé forment un mur invisible. Pour un visiteur qui ignore ces normes, de petites erreurs, parler trop fort, gesticuler de façon excessive ou ignorer un protocole de respect peuvent entraîner un rejet immédiat. L'intégration exige non seulement une compréhension culturelle, mais aussi un sens aigu de l'observation et de la patience. L'un des facteurs les plus intéressants est la fascination discrète que les habitants éprouvent pour certains étrangers, notamment les Latino-Américains et les Européens du Sud. Leur apparence physique, la chaleur perçue et leur style de communication contrastent avec la retenue locale, suscitant la curiosité. Les femmes locales peuvent être attirées par cette différence, mais la tension entre désir et normes sociales crée un champ invisible d'attraction contenue. Les signes d'intérêt sont subtils, un sourire qui s'attarde plus longtemps que d'habitude, un contact visuel prolongé, une légère inclinaison de la tête pendant la conversation. Tout est codifié et les malentendus sont fréquents. Les erreurs que commettent presque tous les visiteurs sont généralement les mêmes: vouloir forcer la proximité, ignorer les observations silencieuses, interpréter une politesse superficielle comme une véritable ouverture. Un geste aimable peut être mal interprété, une conversation informelle perçue comme irrespectueuse, et l'attirance ressentie par les locaux peut être confondue avec du consentement ou de la complicité. Les nouveaux arrivants surestiment souvent leur importance, ce qui les empêche de nouer de véritables liens. Un autre élément clé est la manière dont la communauté gère la curiosité extérieure. Les observateurs sont autorisés, mais ne sont pas choyés. Les étrangers sont tolérés, mais leur intégration n'est pas facilitée. Chaque interaction est une épreuve. Respecter les règles tacites, observer le langage corporel et faire preuve de discrétion, sous peine de se heurter à des barrières invisibles qui limitent l'intimité. Ceux qui ne parviennent pas à saisir ces normes repartent souvent avec un sentiment de froideur, de désarroi ou de rejet, sans vraiment en comprendre les raisons. Les anecdotes partagées par les résidents illustrent cette dynamique. Une jeune Européenne, en quête d'une expérience culturelle dans un village, fut surprise de constater que son intérêt pour la vie locale était davantage observé que partagé. Les hommes la regardaient avec méfiance, les femmes avec une curiosité scrutatrice, et le moindre faux pas
comme arriver en retard à un repas ou ne pas respecter un rituel local, compromettait rapidement son intégration. À l'inverse, un jeune latino faisant preuve de patience, de respect et d'attention aux détails fut progressivement intégré aux conversations et aux activités, même si une intégration complète prit des mois. L'ordre invisible, hiérarchie, mémoire et réputation. Dans les villages ruraux japonais, la structure sociale ne se résume pas à un organigramme et n'est jamais ouvertement débattue. Il n'y a ni réunion pour définir les responsabilités, ni règles écrites pour déterminer l'appartenance à la communauté. Tout fonctionne selon un système invisible et tacite, fruit de générations successives. Ici, les hiérarchies sont aussi anciennes que les familles qui les perpétuent, et la réputation prime sur toute autorité officielle. Dès son arrivée au village, ce réseau d'ordre invisible commence à évaluer le visiteur. Les familles établies, celles qui cultivent la terre, gèrent les commerces locaux ou entretiennent les temples depuis des siècles, occupent le sommet de cette pyramide sociale. Leur lignée et leur ancienneté leur confèrent un respect automatique. Elles n'ont pas besoin de se proclamer chefs, la reconnaissance va de soi. En revanche, les nouveaux venus, qu'ils soient japonais des grandes villes ou étrangers, débutent à la base de cette hiérarchie. Observés avec attention avant d'être autorisés à s'intégrer pleinement à la communauté. La mémoire sociale est une arme silencieuse. Chaque action, chaque geste, chaque parole est inscrit dans la conscience collective de la communauté. Si un résident enfreint une règle non écrite, arriver en retard à une réunion, ignorer une salutation, se disputer agressivement avec un aîné, cet acte est mémorisé. Les erreurs ne sont pas corrigées publiquement par des cris ou des confrontations, elles sont sanctionnées par le silence, des gestes mesurés et une exclusion progressive. La personne reste visible, mais isolée. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'un système qui protège la cohésion sociale sans violence. Le poids de la réputation dépasse le cadre familial. L'histoire de chaque membre est intimement liée à celle des générations précédentes. Une jeune femme porte le poids non seulement de ses propres actes, mais aussi de ceux de sa famille. Un homme qui manque de respect à un aîné peut voir son prestige s'éroder pendant des mois, voire des années. Ici, toute transgression sociale affecte la perception de toute la famille et la réhabilitation exige patience, marque constante de respect et une conduite irréprochable. Dans ce contexte, les sanctions sociales ne sont pas exprimées directement. Personne ne crie, personne ne lance d'accusation publique. Le mécanisme est simple, être ignoré, exclu, voir sa participation aux événements, aux conversations ou aux décisions limitées. Par exemple, un visiteur qui ne respecte pas les normes établies peut être invité à un repas, mais personne n'interagira avec lui de manière significative. Il sera physiquement présent, mais socialement absent. La punition est le silence, et son impact peut être plus dévastateur qu'une réprimande ouverte. Les nouveaux arrivants apprennent vite, parfois trop tard, qu'ici, le temps est à la fois juge et mémoire. Ce qui semble anodin aujourd'hui, un mot mal prononcé, un geste inapproprié, un sourire trop large, peut entraîner un isolement prolongé. Les habitants n'oublient pas. Ils évaluent et enregistrent, et seuls ceux qui démontrent une compréhension de ce système invisible parviennent à s'intégrer. La patience et l'observation sont plus précieuses que la force ou le charisme. Un exemple courant est l'interaction avec les anciens du village. Les aînés n'ont pas besoin d'imposer le respect. Il suffit aux jeunes de suivre discrètement leurs signaux, comme la façon dont ils inclinent la tête, l'ordre dans lequel les plats sont servis ou la manière de s'adresser aux autres membres de la communauté. Négliger ces rituels, même sans intention d'irrespect, peut altérer durablement la perception qu'on a d'un visiteur ou d'un nouvel arrivant. Un autre aspect crucial réside dans la distinction entre réputation personnelle et réputation familiale. Une femme à la conduite irréprochable, respectueuse des règles tacites, renforce non seulement sa propre position, mais aussi celle de toute sa famille. À l'inverse, une erreur commise par un homme peut engendrer des commérages, des commentaires à voix basse, voire des regards qui l'excluent des réunions importantes. Chaque action a des conséquences sociales qui perdurent bien au-delà de l'instant présent. À la tombée de la nuit, alcool, demi-vérité et double vie. Dans le Japon rural, la nuit ne change pas seulement la lumière, elle change les règles. Le jour, la vie est régie par des codes tacites, des hiérarchies et des silences calculés. Mais lorsque les derniers rayons du soleil disparaissent derrière les toits de bois et que les lanternes de papier illuminent les rues désertes, un monde parallèle émerge où les habitants se permettent de révéler des facettes restées cachées le jour. Les izakayas ruraux, ces petits bars en bois aux tables basses et à l'éclairage chaleureux,
deviennent l'épicentre de cette transformation. Là, agriculteurs, artisans, commerçants et jeunes se côtoient dans un espace où la rigidité du jour s'évanouit. L'alcool, saké, shochu ou bière locale agit comme un catalyseur. Il adoucit la discipline, libère les langues et abaisse les barrières du protocole social. Des conversations impossibles en plein jour surgissent, critiques voilées des voisins, confessions d'erreurs passées, désir refoulé le jour par peur du jugement. Ce phénomène ne se limite pas aux conversations. Durant ces heures, la frontière entre public et privé s'estompe. Des couples qui s'échangent à peine des regards le jour peuvent s'autoriser des sourires, des rapprochements et des gestes discrets qui ne se reproduiront jamais. Les jeunes peuvent parler de leurs aspirations, de leurs peurs et de leurs désirs sans le poids de la vigilance constante des générations plus âgées. Même les visiteurs ressentent une tension particulière. La communauté les observe avec prudence le jour. Mais la nuit, dans certains contextes contrôlés, ils peuvent entrevoir une certaine authenticité, toujours sous le couvert de règles tacites. Cependant, il ne s'agit pas d'une libération totale. L'alcool crée un espace sécurisant, mais il est aussi un gage de confiance. Seuls ceux qui ont fait preuve de respect durant la journée peuvent pleinement participer à ces conversations et à ces gestes. Les nouveaux venus qui tentent de s'imposer ou d'ignorer les codes implicites se heurtent rapidement à des barrières silencieuses. Leur présence physique est autorisée, mais leur participation émotionnelle est limitée. La nuit révèle la dualité de la communauté. Proximité pour certains, distance évaluative pour d'autres. Il existe aussi des accords tacites entre les habitants, des relations non exprimées, une compréhension de ce qui est partagé et de ce qui reste invisible. Par exemple, un homme peut passer des heures à discuter avec plusieurs femmes au bar, mais les sujets de conversation, les sous-entendus et les gestes ne quittent jamais ce lieu. Ce qui se passe sous la douce lueur des lampes de l'izakaya reste confiné au microcosme nocturne. Le lendemain, tout est remis à zéro. La formalité reprend, les codes se réactivent et la routine reprend son cours comme si de rien n'était. Ce double jeu crée des tensions intéressantes. Les visiteurs confondent souvent l'ouverture nocturne avec une liberté totale, ce qui peut entraîner des faux pas. De même, certains jeunes habitants se sentent piégés. Ils savent que leurs désirs et leurs émotions ne peuvent s'exprimer que pendant quelques heures, après quoi ils doivent se conformer aux attentes. La nuit agit comme une soupape de sécurité, mais aussi comme un rappel des contraintes qui définissent le quotidien. Dans les bars ruraux, chaque geste a une signification. Un léger hochement de tête, un sourire prolongé, un silence partagé, autant de codes d'acceptation ou de rejet amplifiés par l'alcool. Ce qui paraît spontané est en réalité le fruit d'une longue expérience et d'une observation constante. Les habitants savent se décrypter avec précision qui est digne de confiance, qui respecte les règles, qui pourrait transgresser les limites de la communauté si on lui en laissait carte blanche. Finalement, la nuit révèle que la vie dans les villages japonais n'est ni monotone ni uniforme. Elle se compose de strates, de facettes qui ne se dévoilent que dans certains contextes et d'une lucidité brutale quant à l'appartenance et à la marginalité. Ce qui se passe après le dernier toast et avant que le soleil n'éveille les villages n'est jamais évoqué à la lumière du jour, mais laisse des traces invisibles dans la mémoire collective. Les relations, les désirs et les tensions révélées sous la lune continuent d'influencer les dynamiques sociales, rappelant à chacun que dans ces villages, même la liberté nocturne est strictement encadrée.